Alors que les cinémas sont fermés depuis plusieurs mois, on nous a proposé de discuter d'un certain nombre d'extraits de films, bien confortablement assis dans une salle, une proposition qu'il était difficile de refuser. Comment ça va Thierry ? Bah écoute, pas mal. Plutôt heureux de se retrouver dans une salle de cinéma. Ça fait un petit moment, ouais. On aimerait bien qu'il y ait un peu plus de monde dedans, mais... Ça nous manque, ça va venir. C'est déjà pas mal. Je les entends. Un grand classique du genre. Oui. Ce qui est marrant, c'est que la bande-annonce est absolument pas du tout ressemblante avec le film. Je sais pas si tu l'as vu. Qui est quand même une conférence filmée. Hein, c'est ça. Et la bande-annonce nous donne l'impression qu'on va avoir tous les moyens du cinéma hollywoodien. Ouais, exactement. Ouais. Une espèce de cinéma à spectacle avec les glaciers qui fondent, les réfugiés, etc. Ouais. Donc, ceux qui ont fait la bande-annonce ont été très efficaces. Ouais. C'est du teasing et ça a marché en plus. Ça a très bien marché. En revanche, c'est la première fois, je pense, qu'on avait un film sur le réchauffement climatique qui était à la fois aussi populaire. Je crois qu'il a fait 700 000 entrées, même en France, ce qui à l'époque était considérable. Et aussi incarné, parce qu'il avait pour le coup fait le truc à l'américaine de façon assez touchante, en mêlant son histoire personnelle avec la question du réchauffement. Ce qui marchait plutôt bien, ce qui était une façon de sortir de la dépersonnalisation avec des documentaires très factuels qui montrent des catastrophes. Ouais, une façon de vouloir un peu déghettoiser le documentaire d'une certaine façon. La bande-annonce, elle est dans l'œuvre d'art, pour le coup. Ouais. Parce que la question qui se pose et qu'on va se poser, j'imagine, c'est le rapport à la fiction de ce type de film, enfin en tout cas de l'engagement. Et là, véritablement, on a l'impression d'avoir un film à sensation. Et pour le coup, comme tu le faisais remarquer, le film il est un peu vendu pour ce qu'il n'est pas. Mais on se demande si on ne va pas annoncer de cette façon-là d'autres films qui vont venir après et qui, pour le coup, avec le sensationnalisme, vont malgré tout être des films d'alarme. C'est le cas d'un certain nombre de films grand spectacle qu'il y a eu après. Enfin, quand tu penses au jour d'après, c'était le grand film hollywoodien qui, en gros, s'appuie à peu près sur la théorie qu'Al Gore développe dans son film, qui est que si le Gulf Stream s'arrête à cause du changement climatique, il va y avoir une nouvelle glaciation dans l'hémisphère nord, donc tu vois ça, tu vois les États-Unis qui deviennent un endroit polaire. Et ça, on a eu une première vague là, parce que le jour d'après, je crois que c'était en 2012, mais il va y en avoir d'autres. Enfin, moi, je suis convaincu qu'il va y en avoir d'autres. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est des films qui racontent ce par quoi on est en train de passer. C'est-à-dire au-delà du sensationnel, des films spectacles, des films plus d'auteurs qui se posent la question de savoir quelle est notre relation avec la nature, quel est le sens de notre existence, quelle est la définition du progrès. C'est pas idiot. Et d'ailleurs, il y a un film dont je vais te montrer un petit extrait qui était mon choix, à moi, qui raconte ça et qui, à mon avis, le fait de façon assez intelligente. Enfin, tu diras. Okay. Do you know what the Bill of Rights is? It's a government thing, right? Like rights that people have in America and stuff. Yep. Hey, Saja? Yes? Would you please come down here a moment, sweetie? I wanted to ask you a quick question. Saja just turned 8, by the way. The Bill of Rights. Amendment 1. Congress should make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof or abridging the freedom of... Tu l'as vu ce film ? Non, j'ai pas vu ce film. C'est Captain Fantastic de Matt Ross qui est sorti en 2016, je crois. Et en gros, tu as le personnage de Viggo Mortensen qui, avec sa femme, un jour décide de quitter la civilisation et d'aller vivre dans les bois. Et donc, ils vivent dans les bois avec leurs 5 enfants, à qui ils apprennent ce qu'ils considèrent être les choses les plus importantes dans l'existence. Donc, à la fois, ils leur apprennent à se débrouiller dans une forêt, ce qu'ils racontent là, à s'orienter, à chasser, à couper du bois, à construire une maison. Et ils leur font eux-mêmes l'école, ils leur font lire un nombre de livres pas possible. Et donc, très rapidement, ils ont une culture et une compréhension du monde qui va évidemment bien plus loin que les enfants de leur âge,
qui sont eux-mêmes dans la civilisation, donc ils sont fans de Chomsky, ils sont fans de... Et le film commence, ils sont amenés à quitter la forêt pour aller à l'enterrement de la mère. Et en quittant la forêt, ils vont dans la civilisation pour la première fois de leur vie. Et donc ils font une étape chez les cousins qui, eux, pour leur faire plaisir, se disent bon, on va leur faire un poulet bio. Et donc il y a la confrontation entre les deux mondes. Et moi j'ai particulièrement aimé ce film qui est pas du tout manichéen, parce qu'après on voit bien que c'est plus compliqué que ça, que les enfants ont aussi une vraie difficulté à se sentir en dehors du monde, en dehors de la civilisation, et que c'est une souffrance pour eux, et il y a tout un passage où le grand veut aller à l'université, et où il a envoyé les lettres en cachette aux différentes universités pour postuler, et en fait il a été reçu dans toutes les meilleures universités. Et il y a un moment hyper touchant avec le personnage de Viggo Mortensen qui découvre les lettres, qui se rend compte que son fils l'a fait derrière son dos, parce que lui est un peu dur et finalement les contraint un peu à être en dehors de la civilisation. Et en même temps, il est hyper fier. Il dit, mais t'as été reçu à toutes les universités? Et donc tu dis, bah, ouais. Et pour moi, dans la perspective d'avoir un cinéma qui participe à produire des imaginaires un peu différents, ce film avait vraiment réussi un sacré tour de force de nous faire nous interroger sur la civilisation telle qu'elle est aujourd'hui, et de façon vraiment réussie, c'est-à-dire en nous racontant une histoire qui est en même temps bouleversante, qui nous fait rire, qui nous fait pleurer à des moments. Moi, ce qui me frappe dans le film, c'est que justement, dans l'extrait en tout cas, j'en arrivais finalement à me dire, mais oui, peut-être que l'essentiel du message peut passer par cette sphère qui est la sphère de l'intimité. Et en tout cas, c'est celle que les gens peuvent comprendre, puisque c'est aussi ce qu'ils peuvent appliquer à leur propre vie, à leur propre existence. C'est intéressant parce que la question de l'entre-soi et de la famille, je pense qu'elle est plutôt bien posée dans le film que je voulais te montrer, moi. Ah oui? Ouais. Ok. Let's see. And I didn't want you worrying about it. Well, I'm worried, Curtis. How are you paying for all that? I got a home improvement loan from the bank. How could you do that without talking to me? You know the expenses we have coming up. You want to waste money on a stupid tornado shelter? I'm doing it for us. I know you don't understand. You're right, I don't understand! Bon, Moi, j'imagine que tu l'as vu, ce film. Take Shelter. Take J'adore. Shelter. C'est une famille. Le père de famille qui, d'un seul coup, est totalement polarisé par cet abri qu'il va créer pour sa famille. Et puis, petit à petit, ça va devenir de plus en plus obsessionnel, jusqu'au moment où il va faire entrer sa famille dans le fameux abri. Bon, on n'en dit pas plus, mais même la fin est ouverte quand même. Il y a quelque chose d'assez chouette dans la fin du film qui ouvre des portes, en tout cas des possibles. Pourquoi tu avais envie de choisir ce film? Justement, pour cette question du rapport de l'intime aux questions vraiment fondamentales, à la fois de la fiction et puis de la fiction intelligente, pour tout dire, en tout cas qui veut l'être et qui peut éventuellement s'engager, proposer des choses ou décrire des situations qui sont un petit peu problématiques. Et en même temps, dans le film, nous sommes interpellés, notamment sur la question de la protection. Ce qui est très frappant dans le film, c'est la façon dont ça le referme. Il est complètement paniqué, ça devient obsessionnel. Il n'arrive pas à le partager vraiment avec sa famille, avec sa femme. Donc il n'a jamais non plus la possibilité d'avoir une forme de miroir qui lui dise mais peut-être qu'on peut affronter ça ensemble. Et finalement, c'est aussi un des écueils qu'on pourrait imaginer dans l'éco-anxiété, dans ce qui est en train d'émerger dans toute une génération, c'est que ça devienne tellement violent qu'on ne sait plus quoi en faire et on n'est plus capable de trouver des réponses collectives. Et là, pour le coup, comme tu dis, je trouve que c'est très réussi. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'empêcher à la fois de te poser la question de la catastrophe, mais en même temps de te poser la question de la façon de le gérer. Finalement, ce que ça nous raconte, c'est que
Si t'es pas capable de t'identifier à des personnages, si t'as pas une œuvre d'art qui vient te bouleverser suffisamment profondément, bon, est-ce que c'est capable de te mouvoir et de t'emmener à un autre endroit, finalement, de toi-même? C'est pas sûr. Et du coup, la question que je me pose par rapport à ça, c'est, on se dit, mais alors, pourquoi il n'y a pas plus de fiction de ce type? Parce que l'impact sur le public d'un film comme Take Shelter, c'est quand même très important. Il y a un vivier d'histoires à raconter qui est considérable et qu'on raconte pas. Et moi, ça me rend fou. Il y a quand même un nombre infini de films qui racontent toujours les mêmes histoires. Take Shelter, c'est aussi une histoire de couple. Oui, exactement. Mais c'est ce que je dis, c'est que des histoires de couple, on en racontera toujours, mais on peut les raconter dans des contextes particuliers qui nous permettent d'aborder d'autres sujets. Et c'est vrai que la question écologique ou la question de la égalitaire, j'ai envie de dire, de relations entre les hommes et les femmes, je trouve que c'est encore timide la façon dont on l'aborde. Vraiment timide, quoi. Alors, d'où vient la frilosité? Est-ce que c'est vraiment des cinéastes ou ce sont les producteurs ou les diffuseurs? Plus il y a de frilosité du côté des diffuseurs ou des financeurs, plus il y a une forme de conformisme qui se fait aussi chez les auteurs, en se disant bon bah je vais pas écrire cette histoire-là parce que je trouverai pas d'argent pour la filmer, ou des réalisateurs. Donc c'est pour ça moi que par exemple j'ai créé une société de production et je suis aussi en train de réfléchir à créer une sorte de pépinière où on lèverait de l'argent pour financer le développement, c'est-à-dire l'écriture, permettre à des auteurs de consacrer plusieurs semaines ou plusieurs mois à écrire des histoires qui sortent des sentiers battus et qui nous permettent justement d'aller vers des imaginaires différents. Ben, moi, je voudrais qu'on regarde un autre extrait, tu vas voir, qui est marrant parce qu'il résonne d'une autre façon. Tu me diras si tu l'as vu. So again, the fact that there are no checks, no oversight about who's looking over the NSA's shoulder means that they can take whatever they want. And the fact that it's all behind a wall of secrecy and they threaten people who want to expose it means that whatever they're doing, even violating the law, is something that we're unlikely to know until we start having real investigations and real transparency into what it is that the government is doing. Glenn Greenwald, congratulations again on exposing what is a true scandal. I appreciate you joining me. Alors, qu'est-ce que c'est, Cyril? Mais qu'est-ce que c'est que ce film? C'est Citizen4 de Laura Poitras, qui a eu l'Oscar du meilleur documentaire il y a quelques années, qui est... tu l'as reconnu, lui? Tu sais qui il est? C'est Edward Snowden, qui décide de contacter Laura Poitras, donc, qui est une journaliste de documentaire très engagée, qui avait fait un film qui avait fait grand bruit sur l'Irak déjà, etc., parce qu'il a grande confiance en elle. Et il l'a fait venir à Hong Kong pour lui révéler ce qu'on sait depuis, c'est-à-dire que la NSA espionne le monde entier, en permanence, en collectant toutes les données possibles et imaginables. Et ce qui est très fort, je trouve, dans ce film, c'est qu'elle le filme à un moment où lui révèle quelque chose qui n'est pas encore public. Et donc moi, ce que je trouve très fort dans ce qu'elle a fait, c'est qu'on voit qu'on est au-delà de la révélation, qui est le truc du documentaire, mais que tu as dans d'autres documentaires, par exemple, dans Inside Jobs, où on te raconte comment il y a eu la crise de 2009, t'es bombardé d'informations, et c'est un documentaire qui a eu l'Oscar aussi. Là, t'es vraiment sur un personnage, et le fait de passer comme ça par ce personnage pour finalement être touché par cette question de la surveillance de masse, qui est un sujet très politique, je trouve que c'est très puissant. Et finalement, on est en train de retomber tout le temps dans les mêmes choses, qui est de se dire qu'on a besoin de ça, qu'on a besoin de s'identifier, et que finalement, avec très peu de moyens, on peut arriver à avoir beaucoup d'impact sur des questions qui sont très vastes, à condition de passer par des personnages, quoi. Et là, je vais te proposer de regarder un extrait d'Animal, le film que je viens de finir. Avec plaisir. En avant-première. Et tu vas voir quelques similitudes avec ce qu'on vient de voir là de Laura Poitras, en tout cas dans ce côté où on a des personnages qui ont des réactions auxquelles on ne s'attend pas forcément. Allons-y. Just really quickly, because I saw you have a list of all the names of the cows. So for you, are they more individuals than just animals for your livelihood? Alors je les considère, je sais pas, ils sont ce qu'ils sont, et voilà, et je les prends comme ils sont. Ils ont chacun leur personnalité, ils ont chacune leur façon de s'occuper de leur veau, voilà. Donc. Linda, Marilena, Rita, je l'ai vue. C'est la grosse.
qui est très calme là-haut. Je ne compte jamais les bêtes, parce que je vais les voir une par une. Voilà. C'est-à-dire j'ai une liste, et le soir, le matin, il faut que j'ai vu tout le monde précisément. Voilà. Il y en a même, je les reconnais comment elles me regardent, ou de très loin, des fois à 100 mètres, la façon de mettre les oreilles, tout ça, je sais quelle vache c'est. So, since you have a special relationship with the cows, how do you feel when they're sent to the slaughterhouse for people to eat? Bon, je le vis mal. Voilà. Résumé. Bon, il y a plusieurs aspects. C'est d'une part, déjà, je suis pas, entre guillemets, un viandard. Donc, c'est très paradoxal le boulot que je fais, évidemment. Ça me plaît beaucoup, ça m'intéresse. Mais bon, voilà, c'est pour envoyer des bêtes à l'abattoir. Bon, c'est qu'un peu... Voilà, faut que j'assume ce paradoxe. Voilà. Bientôt dans vos cinémas. Tu vois, ce que je trouvais super dans ce qui s'est passé et qu'on n'avait pas du tout prévu, mais c'est que on a découvert, en allant le voir, qu'il avait effectivement une relation incroyable avec ses vaches. Et que on était loin du cliché de l'éleveur qui, qui pour certains véganes pourrait être des bourreaux. Au contraire, on a rencontré quelqu'un qui adore ses vaches et qui du coup est pris d'une espèce d'émotion quand on lui demandait ce que ça lui faisait de les envoyer à l'abattoir. Et pour Bella et Vipoulane, ça leur a permis de rentrer dans une forme de complexité aussi. De se dire, ah oui, finalement, c'est pas ou tout blanc ou tout noir, c'est pas les méchants éleveurs ou les gentils véganes, c'est tout un camailleux de gris entre les deux. Et là encore, j'espère qu'on a réussi ce qu'on s'est dit justement par rapport aux autres films, qui est devenu quelque chose qui s'est joué dans l'intime. C'est-à-dire qu'eux ne comprenaient pas pourquoi cet homme-là était amené à faire ce métier. Et du coup, ça les a emmenés sur un terrain qui, à mon avis, tu diras, et puis les spectateurs diront quand ils verront le film, est beaucoup plus puissant et beaucoup plus bouleversant que simplement une espèce de dénonciation vue de l'extérieur avec des images sensationnelles. Et là, je vois dans l'extrait que je vois, et je n'ai vu que ça, mais que tu ne lâches rien du côté visuel, Ouais. du côté composition des cadres, Ouais. et je trouve ça, pour le coup, vraiment magnifique. On essaie de faire du cinéma, quoi. Et puis c'est mon chef opérateur aussi, Alexandre Léglise, qui vient du cinéma de fiction. Il est très attaché à ça. Sandy Montpart, qui est la monteuse, c'est une monteuse de films de fiction au départ. On essaye d'être au plus proche de la réalité, mais cette réalité, pour la rendre cinématographique, on est obligé de la reconstruire. Et c'est ce qui se passe aussi avec la fiction. Tu regardes un film comme Grâce à Dieu d'Ozon, clairement, il y avait des gens pour dire c'est un film quasiment documentaire, c'est-à-dire que tout est vrai. Et simplement pour rendre la vérité de ça, il a fallu énormément de mise en scène, il a fallu du talent d'acteur. Là, ce qui s'est passé, nous, c'est que ce film raconte en fait la trajectoire intime de Bella et Vipoulane, qui ont 16 ans, entre le début du film et la fin. Et en fait, entre le début et la fin, ils se transforment énormément. Et ils se transforment parce qu'ils sont confrontés à plein de situations, plein de gens, et que ça les fait beaucoup évoluer. Cette trajectoire-là, ils l'ont vraiment eue. Telle qu'on la raconte, je pense qu'on a été fidèles. Et je le sais parce que j'ai vérifié avec eux en permanence qu'on était fidèles avec ce qu'ils ont réellement vécu. Pour autant, les séquences ne sont pas du tout montées de façon chronologique. Donc, ce qu'on perçoit en regardant le film, en se disant « Ah oui, tiens, quand ils ont entendu ça, ou quand ils ont vu ça, ça leur a fait ça. » Et donc, ça a agi de telle façon dans leur progression, c'est reconstruit. Et pourtant, c'est vrai. Mais pourtant, c'est construit. Ouais. Et là, pour moi, on touche exactement à ce que fait le cinéma. On fait ça. Il y avait une sortie prévue ou on en est où? A priori, on va sortir à la rentrée 2021, on espère, si les cinémas réouvrent. Et on espère aussi, on est en lice pour être à Cannes et on espère qu'on aura une bonne nouvelle. Merci de l'invitation. C'était un plaisir de te voir, de retrouver une salle de cinéma et de découvrir des films
que j'ai envie de voir dans leur intégralité en salle. Et C'était bientôt, drôle, j'espère. C'était drôle de se retrouver à Paris alors qu'on habite tous les deux à Dreux. Voilà, nous sommes voisins et nous venons nous voir à Paris. Mais je pense que c'est un beau défi à tout ce qui entrave nos mouvements en ce moment. Ouais, exactement. Allez.